La célébrité peut vous mettre sous les projecteurs, mais elle ne vous protège pas. Certaines des morts de célébrités les plus choquantes ne se sont pas produites sur scène, elles ont eu lieu sur la route. Nous allons détailler 5 autres histoires réelles et troublantes de célébrités dont la vie s'est éteinte dans des accidents de voiture, soudains, violents et parfois entourés d'interrogations. C'était le 16 juillet 1981 par un après-midi chaud à New York. Harry Chapin, chanteur-compositeur de 38 ans, conduisait sur le Long Island Expressway. Ce soir-là, il devait donner un concert gratuit au Lakeside Theatre situé dans le parc Eisenhower. L'événement était organisé pour une œuvre caritative, une priorité dans sa carrière. En effet, la moitié des 220 spectacles qu'il avait assurés l'année précédente se déroulaient gratuitement afin de soutenir des causes qui lui tenaient à cœur. Chapin roulait dans une Volkswagen Rabbit bleue de 1975. Vers 12h27, d'autres automobilistes remarquèrent un dysfonctionnement. Sa voiture avançait lentement, à environ 15 miles par heure. Dans la voie la plus à gauche, les feux d'urgence allumés. Soudainement, le véhicule dévia vers la voie centrale, puis revenant vers celle-ci, avant de se retrouver directement devant un semi-remorque à plateau roulant circulant à une vitesse normale. Le camion, appartenant à Rickles Home Center dans le New Jersey, était conduit par Robert Eggleton, âgé de 57 ans. Ce dernier n'eut pas le temps de freiner. Le camion heurta l'arrière de la voiture de Chapin, écrasant l'arrière de la Volkswagen, le réservoir de carburant éclata et les flammes se propagèrent rapidement. Eggleton et un passant se précipitèrent pour intervenir. Ils coupèrent la ceinture de sécurité de Chapin et le tirèrent par une fenêtre. Chapin était inconscient lorsqu'ils le sortirent. Un hélicoptère de la police le transporta au Nassau County Medical Center où, malgré les tentatives des médecins durant une demi-heure, il fut déclaré mort à 13h05. Au début, on pensa qu'il avait subi un problème cardiaque au volant, mais l'autopsie écarta cette hypothèse. Le docteur Minoru Araki conclut que Chapin était décédé des suites de graves blessures internes, provoquant d'importantes hémorragies internes alors que son cœur était par ailleurs en bon état. La police n'a pas pu déterminer avec certitude pourquoi la voiture de Chapin se comportait de la sorte. Un détail inattendu fut révélé par la suite. Le permis de conduire de Chapin avait été révoqué quelques mois auparavant, le 1er mars, suite à plusieurs infractions. Les dossiers indiquaient qu'il avait commis au moins 15 contraventions en 8 ans, dont excès de vitesse et conduite avec un permis suspendu. Pourtant, le jour de cet accident, il était seul au volant, en route pour soutenir une cause à travers la musique. N'ayant aucun justificatif d'identité sur lui, il fallut plus de 6 heures pour identifier son corps. Et son concert, ce soir-là, fut annulé. Une semaine plus tard, plus de 500 personnes se rassemblèrent à la Grace Church de Brooklyn pour lui rendre hommage, partageant anecdotes et chants de ses chansons. Chapin avait consacré la majeure partie de ses revenus aux causes qui lui étaient chères. Une fois, il était resté sous la pluie pendant une demi-heure pour accueillir les participants d'un événement ayant permis de récolter 200 000 $ en faveur d'un programme artistique. 13 membres du Congrès se réunirent ensuite en séance pour lui rendre hommage. L'un d'entre eux déclara que Chapin avait lutté contre la faim mieux que bon nombre de responsables officiels. Et en 1987, il fut décoré à titre posthume de la médaille d'or du Congrès pour ses actions humanitaires. Plus tard, Sandy intima un procès contre l'entreprise propriétaire du camion impliqué dans l'accident, remportant un règlement de 12 millions de $ pour négligence. Harry fut enterré à Huntington dans l'État de New York. Sa pierre tombale porte les paroles d'une de ses chansons, rappelant les valeurs dont il se battait. Le théâtre où il devait se produire ce soir-là fut ultérieurement rebaptisé en son honneur. C'était le 30 août 1991 à Nashville, dans le Tennessee. Dottie West, une célèbre chanteuse de musique country, se dirigeait vers le Grand Ole Opry pour y donner un concert. Âgée de 58 ans, elle préparait un grand retour après des années de succès alternés à des difficultés financières. Elle était parée, habillée pour la scène, lorsque son Chrysler calait sur Harding Road. Elle fit signe à une voiture. Le conducteur se révéla être George Thaxton, 81 ans, son voisin et ami. Il lui offrit de la prendre en voiture, mais elle ne parvint jamais à destination. Alors que Thaxton filait vers la sortie Opryland sur Braille Parkway, il roulait bien au-delà de la limite de vitesse. 55 miles par heure dans une zone de 25 miles par heure et perdit le contrôle. La voiture dévoya, parcourut 180 pieds sur l'herbe, heurta un talus puis prit son envol. Elle atterrit à environ 80 pieds de là, s'écrasant de plein fouet, nez en avant sur l'accotement de la rampe. Au début, les dégâts ne semblaient pas si graves. Dottie était éveillée et parlante, mais une fois arrivée au Vanderbilt University Medical Center, les médecins découvrirent qu'elle avait subi de graves lésions internes, notamment un foie déchiré et une rate rompue. Ils craignaient également qu'elle ne soit paralysée.
Elle subit alors une opération d'urgence de 90 minutes et survécut, mais son état demeura critique. Le 4 septembre, lors de la préparation de sa troisième intervention, son cœur s'arrêta. Les médecins ne purent la réanimer. Dottie West s'éteignit à 9h43. Elle avait 58 ans. Un mois auparavant, elle avait percuté sa Camaro contre un mur et avait été verbalisée pour conduite imprudente, ne portant d'ailleurs pas sa ceinture à l'époque. Avec le recul, cet accident avait constitué un avertissement sérieux. Thaxton survécut à l'accident, il fut inculpé pour mise en danger délibéré, plaida coupable sans contester et fut condamné à 11 mois de probation. Les funérailles de Dottie eurent lieu le 7 septembre à Christchurch à Nashville. De nombreuses personnalités du monde de la musique country se rassemblèrent pour lui rendre hommage. Le chanteur Steve Wariner interpréta Amazing Grace et Kenny Rogers, l'un de ses amis les plus proches, prononça un émouvant éloge, déclarant que Dottie ne chantait pas seulement des chansons. Elle chantait des émotions. Née Dorothy Mary Marsh en 1932 près de McMinnville, dans le Tennessee, Dottie était l'aînée de 10 enfants. Ayant grandi dans la pauvreté, elle commença à travailler très jeune et obtint une bourse de musique pour le Tennessee Tech, où elle rencontra son premier mari, Bill West, guitariste de style. Après quelques débuts infructueux, RCA Victor la signa en 1964. Cette même année, elle sortit Here Comes My Baby, qui devint un top 10 et lui valut un Grammy, le premier décerné à une artiste country féminine. La carrière de Dottie prit une ampleur constante. Elle enchaîna les succès tels que Would You Hold It Against Me, Paper Mansions et Rings of Gold avec Don Gibson. Elle fut également rendue célèbre par le jingle Coca-Cola Country Sunshine qui devint l'un de ses plus grands succès et remporta un Clio Award. À la fin des années 1970, ses duos avec Kenny Rogers la propulsèrent de nouveau au sommet avec des titres comme Every Time Two Fools Collide et All I Ever Need Is You, tandis que son hit en solo, A Lesson in Living, arriva en 1980. Mais le succès ne fut pas sans difficulté personnelle, elle divorça de Bill West et se remaria 2 fois, chacune avec un homme plus jeune. À la fin des années 1980, elle se trouva dans de graves problèmes financiers, déposa le bilan, pourtant elle préparait un retour en force, elle travaillait sur un nouvel album avec des amis de renom. La voiture qu'elle conduisait ce jour-là avait été offerte par Kenny Rogers destinée à l'aider à repartir à zéro. Après son décès, nombreux furent ceux qui œuvrèrent pour honorer son héritage. Jenny Seeley, une amie proche, et Steve Wariner partagèrent des souvenirs de l'influence de Dottie sur leur carrière, tandis que Ron Harman, un fervent admirateur, lança une campagne pour son intronisation au Country Music Hall of Fame. Dottie West a révolutionné le parcours des femmes dans la musique country, par sa voix, sa vision et sa lutte pour rester maîtresse de sa carrière. Sa dernière course vers la scène se transforma en un événement auquel personne ne s'attendait. C'était le 11 août 1956 à East Hampton, New York. Jackson Pollock, l'un des peintres américains les plus célèbres du XXe siècle, conduisait sa décapotable Oldsmobile. Il avait bu, avec lui dans la voiture se trouvait Ruth Kligman, sa jeune compagne, et son amie Edith Metzger. Jackson perdit le contrôle du véhicule et fit une tragique collision. Edith ne survécut pas. Ruth s'en sortit, mais avec de graves blessures. Jackson mourut sur le coup. Mais son histoire avait commencé bien avant ce jour, et les événements qui l'avaient précédé révèlent une lutte bien plus profonde. Jackson est né le 28 janvier 1912 à Cody, dans le Wyoming, le plus jeune d'une fratrie de 5 garçons. Son enfance fut marquée par l'instabilité. Son père, qui luttait contre l'alcool, se montrait souvent violent. Jackson grandit dans l'anxiété et une instabilité émotionnelle qui le suivit jusque dans l'âge adulte. À l'adolescence, il commença à boire, adoptant ainsi une manière de faire face à sa colère et à sa tristesse. En 1930, il émigra à New York pour étudier l'art sous la direction de Thomas Hart Benton aux côtés de son frère. Au début, il adopta le style réaliste de Benton, mais cela ne dura pas. Au milieu des années 1930, sa consommation d'alcool s'aggrave. En 1937, il entama un traitement psychiatrique et, dès l'année suivante, connut une panne complète. Ses médecins, s'inspirant de la psychologie jungienne, l'encouragèrent à explorer ses pensées intérieures à travers l'art, ce qui façonna définitivement sa manière d'aborder la peinture. En 1943, il signa avec la galerie Art of the Century de Peggy Guggenheim. Un an plus tard, il créa Mural, sa première œuvre de grande envergure. En 1945, il épousa l'artiste Lee Krasner qui devint à la fois sa compagne et sa plus fidèle supportrice. La même année, ils s'installèrent à East Hampton où Jackson produisit quelques-unes de ses œuvres les plus marquantes. Dès 1947, Jackson développa une technique qui le rendit célèbre, la peinture gestuelle. Il disposait ses toiles sur le sol et y versait, voire y projetait de la peinture, déclarant souvent avoir l'impression d'être dans son tableau. Ses œuvres, dépourvues d'un centre fixe, captivaient l'attention d'un seul coup d'œil. Des tableaux tels que Autumn Rhythm, Full Fathom 5 et Lavender Mist firent de lui une figure nationale.
Mais sa vie personnelle se désagrégeait. Bien qu'il soit resté sobre de 1947 à 1951, période durant laquelle il réalisa nombre de ses œuvres les plus célèbres, il retourna finalement à l'alcool. Durant cette période, un groupe appelé l'Institut Sullivan commença à attirer l'attention à New York. Fondé sur les théories du psychiatre Harry Stack Sullivan, qui considérait le lien social comme essentiel à la santé mentale, le groupe prit de l'ampleur. Après le décès de Sullivan en 1949, Solby Newton prit la direction du groupe aux côtés du docteur Jane Pierce. Newton, dépourvu de licence médicale et ayant falsifié certains éléments de son passé, contribua à déformer rapidement les convictions initiales du groupe, encourageant ses adeptes à couper les liens familiaux et à vivre en communauté, tout en décourageant les relations durables et en bafouant les limites personnelles. Le critique d'art Clement Greenberg se lia avec le groupe et présenta Jackson et Lee au docteur Pierce. Lee, méfiante, n'eut pas confiance en eux, mais Jackson persista. Les méthodes du groupe ne firent qu'aggraver son état. Ils lui affirmèrent que l'alcool stimulait la créativité et que sa relation avec Lee le freinait, alimentant ainsi ses difficultés. En 1955, Jackson réalisa Scent and Search, la dernière de ses œuvres peintes connues. Il cessa alors de peindre en 1956 pour se consacrer à la sculpture, tandis que sa consommation d'alcool s'intensifiait et que son mariage se désagrégeait. C'est à ce moment qu'il rencontra Ruth Kligman. Cet été-là, alors que Lee se trouvait en Europe, Jackson passa du temps avec Ruth. Dans la nuit du 11 août, Jackson, Ruth et Edith montèrent dans sa voiture alors qu'il avait lourdement bu. Plus tard, Ruth confia qu'il roulait à toute allure intentionnellement pour leur faire peur, mais qu'il perdit le contrôle. À son retour d'Europe, Lee prit en charge la gestion de son héritage. Au fil du temps, davantage de révélations sur l'Institut Sullivan vinrent à la lumière. Après le décès de Newton en 1991, d'anciens membres témoignèrent, évoquant pressions émotionnelles, isolement et autres affres. En 2023, le journaliste Alexander Steele publia un ouvrage révélant l'impact durable de ce groupe sur la scène artistique new-yorkaise, y compris son lien avec Jackson. Bien que le groupe n'ait pas directement provoqué la mort de Jackson, les dégâts qu'il infligea, l'encouragement de comportements nocifs et l'effondrement de son réseau de soutien contribuèrent à sa déchéance. C'était le 25 décembre 1989 à Port Crane, New York. Billy Martin, l'ancien entraîneur des New York Yankees, passait Noël dans sa ferme de 144 acres avec sa quatrième épouse, Jill. À 61 ans, Billy était toujours impliqué dans le baseball en tant que consultant pour le propriétaire des Yankees, George Steinbrenner. Ce jour-là, Billy fut rejoint par son ami de longue date, William Reedy, propriétaire d'un bar près du Tiger Stadium à Détroit. Reedy connaissait Billy depuis l'époque où il dirigeait les Tigers et les deux étaient restés très proches au fil des ans. Cet après-midi-là, ils quittèrent la maison de Billy, soi-disant pour faire une course, et se rendirent au bar Bull's Head à Binghamton, non loin d'ici. Des témoins rapportèrent par la suite que les deux hommes avaient bu abondamment. On vit Reedy en possession des clés de leur véhicule, un Ford pick-up loué. Ce qui suivit fut un accident discret mais dévastateur qui choqua le monde du baseball. Vers 17h45, Billy et Reedy quittèrent le bar et reprirent la route en direction de la ferme. La chaussée était verglacée et l'allée menant à la maison de Billy se trouvait au pied d'une colline escarpée dépourvue de garde-corps. À seulement 25 yards de l'entrée, le camion perdit le contrôle. Il dérapa hors de la route, heurta un égout en béton, puis dévala une pente de 300 pieds, avant de s'écraser contre des piliers en pierre situés à la base de l'allée. Billy, qui ne portait pas sa ceinture de sécurité, fut projeté contre le pare-brise. Il subit une fracture du cou ainsi que d'autres blessures graves. Reedy, bien que blessé, survécut avec une hanche cassée et des dommages éventuels aux côtes. Les secours arrivèrent rapidement et transportèrent Billy à l'hôpital Wilson Memorial où les médecins tentèrent de le réanimer. À 18h56, il fut déclaré mort. La nouvelle se répandit rapidement et bouleversa fans de baseball et anciens coéquipiers. Au début, Reedy affirma aux policiers qu'il avait été au volant, puis modifia son récit en prétendant que c'était Billy qui conduisait. Cependant, les enquêteurs constatèrent que Reedy tenait les clés et la disposition des deux hommes à l'intérieur du camion laissait clairement supposer que c'était lui qui conduisait. Un test d'alcoolémie confirma son état d'ébriété et il fut ultérieurement inculpé. Aucune autopsie ne fut réalisée sur Billy, sa femme et George Steinbrenner ayant expressément demandé à ce qu'elle soit omise. Les funérailles de Billy eurent lieu à la cathédrale Saint-Patrick de New York, en présence du cardinal John O'Connor. Il fut inhumé au cimetière Gate of Heaven, à Valhalla, New York, non loin de la tombe de Babe Ruth. Sa pierre tombale porte l'inscription « Je n'ai peut-être pas été le plus grand Yankee à enfiler l'uniforme, mais j'en ai été le plus fier. La carrière de Billy Martin avait toujours été intense. » En tant que joueur, il était agressif et talentueux. Comme entraîneur, il était considéré à la fois comme brillant et difficile.
Il avait dirigé les Yankees à 5 reprises entre 1975 et 1988. Sa stratégie rythmée, connue sous le nom de Billy Ball, apportait excitation et tension partout où il allait. Cependant, son tempérament enflammé et ses difficultés personnelles lui causaient souvent des ennuis, notamment par des altercations fréquentes, comme sa quasi-bagarre télévisée avec Reggie Jackson en 1977 et un incident physique avec un lanceur des Yankees. Malgré tout, beaucoup le respectaient. Lou Piniella, qui lui succéda en tant qu'entraîneur, fut dévasté par la nouvelle, tandis que Willie Randolph, qui voyait en Billy un mentor, déclara ne pas être surpris de la tournure des événements, même si cela le blessait profondément. Le fils de Billy, Billy Jr., avait prévu de lui rendre visite le lendemain, mais dut plutôt prendre l'avion pour New York afin d'assister aux funérailles. Pendant des années, Noël ne lui rappela que douleur, jusqu'à ce que naisse son propre fils, Billy III. Pourtant, il regrette que ses enfants n'aient jamais connu leur grand-père, qu'ils appellent affectueusement « un pas », en référence au numéro qu'il portait en tant que Yankee. Reedy ne but plus jamais après cette nuit fatidique et il mourut en 2009 des suites d'un cancer. Billy Martin ne perdit pas la vie dans un accident spectaculaire, mais lors d'une glissade lente sur une colline verglacée, à quelques secondes seulement de chez lui. Nous sommes le 30 octobre 2000, à Encino, en Californie. Steve Allen, l'animateur originel de The Tonight Show, se rendait chez son plus jeune fils. À 78 ans, Steve restait actif. Il venait de se produire à guichet fermé au Victor Valley College, faisait la promotion de son 53e livre, Steve Allen's Private Joke File, et travaillait sur un autre ouvrage, Vulgarians at the Gate, qui critiquait le manque croissant de décence dans les médias. Malgré un passé médical chargé, cancer et problèmes cardiaques, Steve occupait son temps à écrire. Plus de 8500 chansons, plus de 50 livres et 2 étoiles sur le Walk of Fame d'Hollywood. Il continuait aussi les interviews, l'écriture et les moments en famille. Ce soir-là, alors qu'il traversait un quartier calme de la vallée de San Fernando, près de la maison de son fils Bill, un SUV a lentement reculé d'une allée et a heurté le côté de la Lexus de Steve. Accident mineur, une simple bosse, les 2 conducteurs, indemnes, ont échangé leurs coordonnées et sont repartis chacun de leur côté. Steve n'a pas semblé perturbé et n'a même pas mentionné l'incident à son fils à son arrivée. Plus tôt dans la journée, Steve avait sculpté des citrouilles avec ses petits-enfants et terminé l'enregistrement d'un hommage radiophonique à un ami. Au dîner, il a dit à sa famille qu'il se sentait un peu fatigué, puis il est allé se reposer. Vers 19h45, Steve a cessé de répondre. Les secours sont intervenus, l'ont transporté d'urgence à l'Encino Tarzana Regional Medical Center où les médecins ont tenté de le ranimer. Il a été déclaré mort à 21h. Il semblait d'abord qu'il était mort d'une attaque cardiaque, ce qui collait avec ses antécédents. Son médecin a porté comme cause officielle insuffisance cardiaque. Mais un détail allait tout changer. Puisque l'accident avait été mentionné sur le certificat de décès, la loi californienne exigeait une enquête complète du coroner du comté de Los Angeles. Tout décès potentiellement lié à un incident routier, même mineur, doit faire l'objet d'une autopsie. Le 9 novembre, l'autopsie a eu lieu. Des prélèvements tissulaires ont été réalisés et 6 semaines plus tard, les résultats sont tombés. Steve n'était pas mort d'une crise cardiaque traditionnelle, mais d'un hémopéricarde, un saignement dans le sac entourant le cœur. Un vaisseau sanguin s'était déchiré, vraisemblablement à cause du choc contre sa poitrine lors de la collision. Son organisme, déjà affaibli par la maladie cardiaque, n'a pas pu récupérer. Le verdict a été révisé en accidentel. La mort avait été causée par des lésions internes dues à ce heurt mineur. Le coroner a confirmé que la blessure, invisible de l'extérieur, avait directement entraîné son décès. La famille de Steve a de là été abasourdie. Il n'avait rien dit du choc et personne ne savait qu'il avait eu lieu avant sa mort. Son épouse, Jane Meadows, et son fils Bill étaient dévastés. Bill a déclaré plus tard « Il nous a dit qu'il était fatigué après le dîner, qu'il allait se reposer et ne s'est jamais réveillé. Aucun signe de traumatisme important, seulement une légère instabilité. Les analyses toxicologiques n'ont décelé ni drogue ni alcool. L'autre conducteur n'a jamais été identifié publiquement et aucune accusation ne lui a été imputée. La police de Los Angeles a enquêté mais n'a pas communiqué plus de détails. Steve Allen a profondément marqué le divertissement américain. Il a lancé The Tonight Show en 1954, puis a écrit, joué et pris position sur des sujets de société. Marié à Jane pendant 48 ans, père de 4 enfants, il a laissé un immense héritage. Après son décès, Jane confia que Steve, fidèle à son humour, avait plaisanté après l'accident. « Il faut tout de même voir ce que certains sont prêts à faire pour obtenir mon autographe. » Steve a été inhumé au Forest Lawn Memorial Park de Hollywood Hills. Jane l'a rejoint en 2015. Sa disparition soudaine rappelle qu'un événement apparemment insignifiant peut avoir des conséquences tragiques. Parfois trop tard pour intervenir.